Bonsoir. La détermination des quantités de matière dans la vie courante est importante, surtout dans des domaines comme l'environnement ou la santé. Dans les laboratoires, les techniques de détermination utilisées sont nombreuses. Elles sont basées sur des phénomènes physiques ou chimiques, dont quelques méthodes ont été rencontrées l'année dernière en troisième. Parmi ces méthodes, celle de la détermination d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction chimique, et en particulier une réaction acide-base. En deuxième année, vous avez vu comment doser un acide fort par une base forte. Et cette année, et dans le cadre de l'étude des réactions acido-basiques, vous avez vu, en plus de dosage d'un acide fort ou d'une base forte, comment doser par pH-métrie un acide faible ou une base faible. Si par exemple, nous avons à doser un acide faible, on le fait réagir en solution aqueuse avec une base forte. Le montage est constitué d'une burette graduée remplie par une solution de base forte, de concentration connue. Par exemple, une solution d'hydroxyde de sodium. On prélève à l'aide d'une pipette jaugée un volume connu de solution aqueuse d'acide à doser, qu'on le place dans un bécher. Déposons avec soin au fond du bécher un barreau magnétique et plaçons l'ensemble sur un agitateur magnétique. L'agitation sert à homogénéiser rapidement le mélange. Plongeons la sonde du pH-mètre dans la prise d'essai. Il faut que le niveau de liquide soit suffisant pour que la sonde soit immergée sans toucher le barreau magnétique. On dispose de 3 solutions aqueuses d'acide. On n'a aucune idée sur leur force et sur leur concentration. Les concentrations des 3 solutions sont inconnues. Le problème, c'est la détermination des forces des acides et la concentration de leurs solutions. Pour cela, on effectue un dosage pH métrique de 3 solutions avec des prises d'essai de même volume, VA égale à 20 ml, et à l'aide de la même solution aqueuse de base forte d'hydroxyde de sodium de concentration 0,01 mol par litre. On obtient les courbes de dosage suivantes. Voici la courbe de dosage de l'acide A1H par l'hydroxyde de sodium. Et voici la courbe de dosage de A2H par la même solution d'hydroxyde de sodium. La courbe numéro 3 correspond au dosage de l'acide A3H par la même solution d'hydroxyde de sodium. Notons que les prises d'essai pour les 3 cas sont les mêmes, qui ont un volume égal à VA égale à 20 ml. On remarque que les 3 courbes ont globalement la même allure. Chaque courbe peut être décomposée en 3 parties. Par exemple, pour la courbe numéro 1, il y en a 2 parties, en bas et en haut, pour lesquelles le pH varie relativement peu. Pour la partie qui est en bas, le réactif limitant, c'est la base. Et pour la partie qui est en haut, le réactif limitant, c'est l'acide à doser. Et cette partie centrale, il y en a un saut de pH. Ce saut de pH, il est dû au changement du réactif limitant. Commençons par exploiter ces courbes pour déterminer les concentrations des 3 solutions aqueuses d'acide. Le problème revient à déterminer le volume de base versé à l'équivalence, qu'on va le noter dans la suite par VE. Le point d'équivalence peut être déterminé à l'aide de la méthode de la fonction dérivée. Alors, avant l'équivalence, le coefficient directeur de la tangente à la courbe augmente. Et sur l'autre concavité de la courbe, le coefficient directeur de la tangente à la courbe diminue.
Alors, dans la partie centrale, ce coefficient-là, il va passer par une valeur maximale puisque la tangente, elle est pratiquement verticale. Et puisque le coefficient directeur de la tangente est égal à la dérivée de pH en fonction du volume au point considéré, on déduit que la fonction dérivée passe par un maximum pour un volume de base versé égal au volume à l'équivalence. Il est possible, à l'aide d'un logiciel de traitement de données, de tracer la courbe de dérivée de pH en fonction du volume et de déterminer le volume correspondant à l'équivalence. Voici la courbe dérivée. Elle présente un maximum. L'abscisse du point d'équivalence est celui de l'extrémum de la courbe dérivée en fonction du volume, qui est égal ici à 20 ml pour le cas du dosage de l'acide à 1 H. Si la courbe de dosage est tracée à la main, on peut repérer graphiquement le point d'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes. Il faut savoir tout d'abord que le point d'équivalence est situé sur la partie de la courbe où il y a le saut de pH. Pour déterminer ces coordonnées, on trace deux tangentes à la courbe parallèles entre elles et situées sur les parties concaves de la courbe, de part et d'autre du point d'équivalence. On trace la droite parallèle à ces deux tangentes et située à égale distance. Le point d'intersection de la courbe avec cette droite détermine le point d'équivalence. Toujours pour le même acide à 1 H, avec l'autre méthode, on trouve volume à l'équivalence égal à 20 ml. La méthode des tangentes est appliquée successivement sur les courbes 2 et 3. Elle donne un volume VE2 égal à 20 ml pour le dosage de l'acide A2H. Et elle donne un volume égal à 35 ml pour le cas du dosage de l'acide A3H. Notons que pour les trois cas, la prise d'essai est toujours égale à 20 ml et que la solution dosante est la même, c'est la solution d'hydroxyde de sodium, 0,01 mol par litre. Grâce au volume versé à l'équivalence, on peut déterminer les concentrations C1, C2 et C3 des trois solutions d'acide. On a représenté sur le même système d'axes les trois courbes de dosage pour mieux comparer les volumes. On constate comme ici que les courbes de dosage de 1AH et de A2H, c'est-à-dire les courbes 1 et 2, ils ont le même volume à l'équivalence, qui est égal à 20. Et pour la courbe 3, le volume est égal à 35. Pour le dosage d'un monoacide par une monobase, l'équivalence est atteinte quand la quantité d'acide initiale est égale à la quantité de base ajoutée. Cela se traduit par la relation CA-VA égale à CB-VE. VE représente le volume à l'équivalence. On a noté ici la concentration de la solution d'acide par CI parce qu'on a trois concentrations différentes. I alors va prendre les valeurs 1, 2 et 3. De cette relation, on tire que CI égale à CBVE sur VA. Et comme pour les trois dosages, on a utilisé le même volume de la prise d'essai qui est égal à 20 ml et la même concentration de la base, 0,01 mol par litre. Donc, dans l'expression de CI, VB, CB et VA sont toujours les mêmes. Donc, CI va dépendre seulement de VE.
Il suffit alors de comparer VE3 au volume VE2 et VE1 pour en déduire la comparaison des concentrations. Alors, puisque VE1 il est égal à VE2 qui sont inférieurs à VE3, de la relation précédente, on déduit que la concentration C1 égale à C2, qui sont les deux inférieurs à C3. Après tout calcul, on trouve C1 égale à C2 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre, et C3 égale à 1,75 10 puissance moins 2 mol par litre. Passons maintenant à la comparaison des forces des acides. Il y a beaucoup de méthodes, mais il y a une méthode qualitative, c'est comparer les allures des courbes et dégager le nombre de points d'inflexion. Dans le cas d'un dosage d'un acide fort, la courbe de dosage, comme on le voit ici, elle possède tout d'abord une concavité qui est vers le haut, ensuite elle change de concavité et elle devient vers le bas. Donc, cette courbe, elle possède un seul point d'inflexion. Ce point d'inflexion correspond au point d'équivalence. Pour le cas de dosage d'un acide faible, on remarque que la courbe, tout d'abord, sa concavité elle est vers le bas, ensuite, elle devient vers le haut, et encore une autre fois, elle devient vers le bas. Donc, la courbe change de concavité deux fois. Donc, pour la courbe de dosage d'un acide faible, cette courbe présente deux points d'inflexion. Un point qui est situé au milieu de saut de pH qui correspond au point d'équivalence, et un second point, un point D, qui a comme volume le volume de la moitié de l'équivalence. Donc, le point D correspond au point de demi-équivalence. Appliquons ces constatations sur les courbes de dosage. Alors, pour la courbe numéro 1 correspondant au dosage de l'acide A1H, comme on le voit ici, elle présente un seul point d'inflexion. Donc, l'acide A1H est un acide fort. Et les courbes numéro 2 et numéro 3 correspondant respectivement au dosage de l'acide A2H et A3H présentent tous les deux points d'inflexion. Donc, ces deux acides sont des acides faibles. Connaissant les concentrations et les pH initiaux des solutions avant le dosage, on peut montrer par le calcul si les acides sont forts ou faibles. Considérons la courbe de dosage de A1H, la courbe jaune. Son pH initial est égal à 2. C'est le pH de la solution aqueuse d'acide avant d'ajouter la solution de base. Pour l'autre courbe de dosage de A2H, son pH initial est égal à 3,4. La relation entre le pH et la concentration des ions hydronium s'écrit concentration de H3+, elle est égale à 10 puissance moins pH. Appliquons cette formule pour le pH de la solution d'acide A1H. Le pH initial est égal à 2, donc la concentration en ion H3+, dont la solution est égale à 10 puissance moins 2, on remarque alors que cette concentration est égale à la concentration C1. Donc, l'ionisation de l'acide A1H est totale, alors l'acide A1H est un acide fort. Pour l'autre courbe, le pH initial est égal à 3,4. Concentration en ion H3+, dans la solution S2, elle est égale à 10 puissance moins 3,4, qui est inférieure à C2.
C2 qui est égal aussi à 10 puissance moins 2 moles par litre. Donc, on remarque que la concentration d'ion H3+ est inférieure, alors l'ionisation de l'acide A2H est partielle. Par conséquent, l'acide A2H est un acide faible. Remarquons aussi que, puisque les deux solutions ont la même concentration, alors le pH d'un acide fort doit être inférieur à celui d'un acide faible. La détermination des forces des acides peut être faite aussi à l'aide de la valeur de pH à l'équivalence. Pour le cas d'un dosage d'un acide fort par une base forte, la réaction qui se produit lors du dosage, c'est la réaction entre les ions OH- et H3O+, pour donner de l'eau. La réaction étant totale, puisque nous savons que la constante d'équilibre de cette réaction elle est pratiquement égale à l'inverse du produit ionique de l'eau, qui est égal à 10 puissance 14 à 25 degrés Celsius. Donc, à l'équivalence, les deux entités OH- et H3+ vont disparaître pratiquement d'une barrière totale et le pH à l'équivalence sera celui de l'eau pure. Donc, à l'équivalence, le pH il est égal à 7 à 25 degrés Celsius. Dans le cas d'un dosage d'un acide faible par une base forte, l'équation simplifiée de la réaction qui se produit au cours du dosage s'écrit AH plus OH- donne la base conjuguée A- et l'eau. La réaction étant aussi totale, donc à l'équivalence, les deux espèces AH et OH- vont pratiquement disparaître et seront remplacées par A-. A- étant la base conjuguée de AH, alors, puisque AH est un acide faible, il en est de même pour A-. Donc A- étant une base faible, donc le pH à l'équivalence, il sera basique, c'est-à-dire supérieur à 7. Revenons maintenant aux trois courbes et déterminons à l'aide de pH à l'équivalence la force des trois acides. Pour la courbe numéro 1, correspondant au dosage de l'acide A1H, le pH à l'équivalence il est égal à 7. Donc, A1H est un acide fort. Et pour les courbes 2 et 3, correspondant au dosage de l'acide A2H et A3H, le pH à l'équivalence il est supérieur à 7. Donc, les deux acides A2H et A3H sont des acides faibles. On s'intéresse maintenant aux courbes 2 et 3 correspondant au dosage des deux acides faibles A2H et A3H, dans le but de comparer la force relative de ces deux acides. Remarquons que le pH initial de la solution A3H il est inférieur à celui de l'acide A2H, c'est-à-dire le pH avant de commencer le dosage de la solution aqueuse d'acide faible. Alors, pouvons-nous dire, puisque le pH initial de A3H il est inférieur à celui de A2H, est-ce qu'on peut dire que l'acide A3H est plus fort? Puisque les deux solutions n'ont pas la même concentration, donc on ne peut pas affirmer que l'acide A3H est plus fort. Cherchons alors une autre méthode pour comparer la force de ces deux acides faibles. Nous savons que chaque acide est caractérisé par sa constante d'acidité Ka, ou par son pKa, qui est égal à moins log de Ka. Et nous savons que l'acide le plus faible est celui, et nous savons que l'acide le plus fort est celui qui a le pKa le plus petit, ou bien la constante d'acidité la plus grande. Donc, il suffit de comparer les pKa des deux acides pour déduire leur force relative. On va voir maintenant comment on peut déterminer le pKa d'un couple acide-base. Rappelons tout d'abord que la demi-équivalence est définie
par un volume de base versé égal à la moitié à celui versé à l'équivalence. Et que la constante d'acidité Ka d'un acide AH, elle s'écrit sous la forme concentration de H3+ multipliée par la concentration de la base conjuguée A2- sur la concentration de l'acide A2H. À l'aide d'un logiciel approprié, on trace les courbes de variation des quantités de matière des espèces A2H et A2- lors de l'addition de la solution d'hydroxyde de sodium. Alors, au cours de la réaction entre A2H et OH- qui donne A2- et H2O, on constate que la quantité de matière de A2H décroît presque d'une manière linéaire en faveur, au profil des ions A2- qui augmentent pratiquement d'une manière linéaire. Remarquons aussi que la quantité de A2H elle est pratiquement nulle à un point qui a un abscisse VE qui correspond au point d'équivalence. Cela, il est prévisible puisque à l'équivalence, pratiquement l'espèce A2H elle est pratiquement disparue et qui a laissé la place à A2- qui devient alors constante. Remarquons encore que les deux droites se coupent en un point. C'est-à-dire, en ce point-là, la quantité de A2H restante est égale à la quantité de A2- formée. Ce point-là a comme abscisse un volume VB égal à VE sur 2. On déduit alors que ce point-là correspond au point d'équivalence, puisque la moitié du volume versé à l'équivalence. Alors, au point d'équivalence, comme on a constaté que la concentration de A2H elle est égale à A2-, ces deux concentrations seront simplifiées dans l'expression de Ka. Par conséquent, on en déduit que Ka elle est égale à la concentration de H3+, et en appliquant la fonction moins log, on obtient le pH au point D égal au pKa. Donc, on retient qu'à la demi-équivalence, le pH est égal au pKa du couple acide faible. Déterminons graphiquement le pKa d'un couple acide faible. Il suffit alors de repérer le point d'équivalence et le volume versé à l'équivalence et le diviser par 2. Le point de la courbe ayant pour abscisse VE sur 2 est le point D. C'est le point de demi-équivalence. Et le pH en ce point-là, il est égal au pKa. Revenons aux courbes de dosage de l'acide A2H et A3H et essayons de déterminer leur pKa, bien sûr, pour comparer leurs forces. Pour la courbe numéro 3 correspondant à 3H, le volume versé à l'équivalence est égal à 35 ml. En divisant ce volume par 2, on obtient 17,5. C'est la moitié du volume versé à l'équivalence qui correspond au point de demi-équivalence. Donc D3, c'est le point de demi-équivalence de l'acide A3H. Ce point-là a comme ordonnée à peu près 4,8. Donc cette valeur, elle correspond au pKa3 de l'acide A3H. Remarquons aussi que la droite horizontale jaune coupe la courbe 2 de l'acide A2H en un point. C'est le point D2. Ce point-là a comme abscisse un volume V égale à 10 ml. Et puisque le volume à l'équivalence de la courbe 2 il est égal à 20, on en déduit que ce volume-là, 10, correspond au point de demi-équivalence de dosage de A2H. Finalement, on en déduit que le point D, le pH au point D, il correspond au pKa de l'acide A2. Finalement, les deux acides ont le même pKa. Donc, ils ont la même force.
Et puisqu'ils ont la même force, alors ils peuvent s'agir, donc A2H et A3H peuvent être identiques. Car c'est très difficile d'avoir deux acides différents qui ont la même valeur de pKa. Supposons qu'on n'a pas encore calculé la concentration. Est-ce qu'on peut comparer les concentrations avec les pH initiaux? Le pH initial de A3H il est égal à 3,27, celui de la courbe de A2H il est égal à 3,4. L'expression de pH d'un acide faiblement ionisé dans l'eau s'écrit pH égale à 1,5 pKa moins log de C. Et puisque le pH initial 3 il est inférieur au pH initial 2, alors 1,5 pKa3 moins log de C3, elle est inférieure à 1,5 pKa2 moins log de C2. On vient de le voir tout à l'heure que les deux acides ont la même force et ils ont le même pKa. Puisque pKa2 égale à pKa3, donc on peut déduire que moins log de C3 est inférieur à moins log de C2, ou bien log de C3 est supérieur à log de C2. Donc, finalement, la concentration de l'acide A3H elle est supérieure à celle de l'acide A2H. Ce résultat, comme vous le voyez, il peut être trouvé autrement, tout simplement en comparant les volumes à l'équivalence. Si la sonde de pH mètre n'est pas immergée dans la solution d'acide de la prise d'essai, il est possible de rajouter un volume d'eau distillée avant de commencer le dosage, afin que la sonde trempe mieux dans la solution. Supposons qu'on refait le dosage de l'acide A2H en ajoutant à la prise d'essai 80 ml d'eau distillée. On a représenté sur le même système d'axe la courbe 2 correspondant au dosage de l'acide A2H de concentration C2 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la courbe correspondant au dosage de la solution diluée. Le problème, c'est d'identifier les deux courbes. Comme la concentration de la solution d'acide a varié par dilution, alors le pH initial va varier aussi. Et nous savons que la dilution d'une solution aqueuse d'acide fait augmenter son pH. Donc, la concentration de la solution diluée elle est inférieure à C2, donc son pH il sera supérieur à l'autre, non dilué. Donc, la courbe qui possède le pH initial le plus élevé correspond, c'est la courbe jaune dans ce cas, elle correspond à la solution diluée. On peut remarquer que le volume VE à l'équivalence est inchangé. Pour les deux courbes, il est égal à 20 ml. En effet, la quantité de matière d'acide dosé est la même dans les deux dosages, car on a ajouté seulement de l'eau. La question qui se pose, est-ce que l'ordonnée du point d'équivalence reste aussi inchangée? Nous savons qu'à l'équivalence, on a une solution aqueuse de base faible, la base conjuguée de A2H, qui est A2-. Et la dilution d'une base faible fait augmenter, et la dilution d'une solution de base faible fait augmenter son pH. Alors, le pH d'une solution de base faible, il s'écrit 1,5 pKa plus pKe plus log de C. C représente la concentration de la base faible à l'équivalence. Pour la solution non diluée, le pH à l'équivalence s'écrit 1,5 pKa plus pKe moins log de la concentration de la base faible A2- à l'équivalence. Cette concentration, elle est égale au nombre de moles de A2- à l'équivalence, qui est égal à CAVA, sur le volume total de la solution à l'équivalence,
qui est égal au volume de la prise d'essai plus le volume de la base ajoutée à l'équivalence. De même, pour l'autre solution diluée, le pH', il est égal à 1 demi pKa plus pKe plus log de concentration de la base conjuguée diluée avec la concentration de la base conjuguée à l'équivalence égale à CAVA sur VA plus VBE plus VE. On remarque, la seule différence entre les deux expressions, c'est pour la concentration de la base à l'équivalence. Il y a ici un volume d'eau ajouté. Donc, la concentration de la base faible dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans la solution diluée, elle est inférieure à celle de l'autre cas. On en déduit que le pH il est inférieur, on déduit que le pH il manque ici un indice E', est inférieur au pH C'est-à-dire que la base, que la solution diluée à l'équivalence, elle va présenter un pH inférieur à celui de l'autre. Remarquons finalement que le point de demi-équivalence qui a pour volume VBE sur 2 qui est égal à 10, ces coordonnées restent inchangées. Effectivement, il s'agit de dosages des mêmes acides, donc ils ont le même pKa. Tout ce qu'on vient de faire avec les solutions aqueuses d'acide peut être fait aussi avec des solutions aqueuses de base. Mais faute de temps, on se contente de donner les résultats essentiels. La courbe de dosage d'une base forte par un acide fort présente un seul point d'inflexion qui correspond au point d'équivalence. Ce point a pour ordonnée un pHe égal à 7 à 25 degrés Celsius. Et la courbe de dosage d'une base faible par un acide fort présente deux points d'inflexion. Un point correspondant à l'équivalence d'ordonnée pHe inférieur à 7 et un deuxième point correspondant à la demi-équivalence dont l'ordonnée est égale au pKa du couple auquel appartient la base faible. Si nous n'avons pas besoin d'un dosage très précis, et si l'on veut faire un dosage rapide, on peut réaliser un dosage par colorimétrie. Dans un dosage colorimétrique, l'observable est la couleur de la solution. Et le changement de couleur à l'équivalence est provoqué par le virage d'un indicateur coloré introduit en petite quantité dans la prise d'essai. La couleur de l'indicateur coloré dépend du pH de la solution dans laquelle il est introduit. On donne les caractéristiques de quelques indicateurs colorés qui sont les plus souvent utilisés. Par exemple, le bleu de bromothymol. Sa zone de virage est comprise entre 6 et 7,6 unités de pH. Si l'indicateur coloré, le bleu bromothymol, est introduit dans une solution dont le pH est inférieur à 6, il donne à la solution une couleur jaune. Et si il est mis dans une solution dont le pH est supérieur à 7,6, il prend la couleur bleue. Et si le pH de la solution est compris entre 6 et 7,6, l'indicateur, le bleu de bromothymol, prend la couleur d'une teinte sensible. C'est bien sûr la couleur qui sera le mélange du jaune et du bleu, qui est une couleur verte. Par exemple, pour la phénolphtaléine, la zone de virage elle est comprise entre 8 et 10. La phénolphtaléine reste incolore dans une solution où le pH est inférieur à 8. Et elle donne à la solution une couleur rose violacée
si le pH de la solution est supérieur à 10. Et dans la zone du virage, sa couleur, la couleur de la teinte sensible, est rose clair. Pour le rouge de méthyle, la zone de virage elle est comprise entre 4,8 et 6. Si le pH est inférieur à 4,8, la couleur du rouge de méthyle elle est rouge. Et s'il est introduit dans une solution dont le pH est supérieur à 6, elle est jaune. La couleur de la teinte sensible est alors le mélange entre le rouge et le jaune qui est orangé. Supposons qu'on a à doser par colorimétrie une solution d'acide éthanoïque en utilisant comme indicateur coloré le rouge de méthyle. La couleur prise par la solution au début de dosage est rouge parce que le pH initial il est à peu près égal à 3,4. Et 3,4 il est situé dans la zone, c'est-à-dire inférieure à 4,8, donc la couleur de la solution sera rouge. En effectuant le dosage, donc, et au cours du versement du volume de base, le pH de la solution augmente. Et lorsque ce pH va arriver à la valeur à peu près 4,8, alors le rouge du méthyle va virer du rouge vers l'orangé, du rouge vers le jaune en passant par l'orangé. Alors, à ce moment-là, l'opérateur et l'expérimentateur va fermer le robinet de la burette et il va noter le volume versé. Ce volume, pour lui, il correspond au volume à l'équivalence. C'est-à-dire, il est égal à 10. Or, le vrai point d'équivalence n'est pas encore atteint. Donc, le volume noté, qui est égal à 10, il est faux. On en déduit que le rouge du méthyle ne convient pas à ce dosage. Même chose pour le bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol va virer à partir d'un pH inférieur, à partir d'un pH égal à 6. Et on va obtenir un changement de couleur avant le point d'équivalence. Quel indicateur faut-il choisir pour repérer alors l'équivalence? L'indicateur est convenablement choisi si l'ajout d'une seule goutte de la solution dosante s'accompagne à la fois d'un passage par l'équivalence et d'un changement de couleur de l'indicateur. En général, on choisit l'indicateur tel que sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Donc, pour ce cas-là, la phénylphtaléine est l'indicateur le mieux adapté à ce dosage. Parce que, comme on le voit ici, l'équivalence, le point d'équivalence et le pH à l'équivalence, il est situé dans cette zone de virage. Pour le dosage de l'ammoniac, qui est une base faible, l'utilisation de la phénylphtaléine ne convient pas. Elle convient à celui de dosage de l'acide éthanoïque,